Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue à toutes sur cet épisode de podcast un petit peu différent parce qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Gwendoline. Marie-Gwendoline est l'une des membres du programme de coaching Éclosion et puis elle a surtout une très jolie nouvelle à partager. Comment tu vas Marie-Gwendoline ? Ça va très très bien. Comme tu dis, des belles nouvelles. Ouais, des belles nouvelles. Et puis je suis trop contente de t'avoir ici. C'est l'occasion évidemment de partager un petit peu ton parcours. Est-ce que tu peux en dire plus parce que t'as pas eu un parcours facile non plus. Non, on revient de loin. Donc on sort d'un parcours de 6 ans et demi d'essai bébé. Donc pendant un an, on a essayé naturellement avant de se dire ça marche pas. Il faut peut-être qu'on commence à consulter et puis voir s'il y a quelque chose d'un côté ou de l'autre qui cloche. Donc au bout d'un an, du coup, on a rencontré un médecin de la PMA qui nous a fait faire différents examens. Là, tout de suite, j'ai été diagnostiquée SEPK. Donc du côté de mon chéri, tout allait bien. Hein, et puis lui, il a déjà 2 enfants, donc il savait aussi que ça marchait bien de ce côté-là. Donc voilà, avant de faire des vrais essais, il y a plein d'examens à faire. Hein, pas tous super sympas. J'en garde un ou deux en tête bien compliqués. C'est ça. Il y en a qui sont franchement pas chouettes. Et voilà, donc après on était sous médicaments, le Clomid, on a fait plusieurs essais. À chaque fois je réagissais très bien aux médicaments. On avait 1 ou 2 follicules qui grossissaient bien, mais ça a jamais pris. Après on est passé aux injections. Pareil, j'ai toujours bien réagi. Ça a toujours plutôt bien répondu, mais jamais de grossesse. Jusqu'à une fois où j'ai un peu trop bien répondu du coup, et il y a eu risque d'hyperstimulation, donc on a arrêté le traitement en cours de route. Et ensuite, on s'est dit donc on allait commencer les FIV sans passer par les inséminations du coup, étant donné le profil de nos 2 profils. Et le Covid est arrivé. Et nous, notre situation familiale aussi a fait qu'on a dû faire un gros break parce que mon chéri était en période de divorce et les FIV sont pas accessibles dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Elle était déjà séparée depuis un moment, mais voilà, là, il fallait finaliser les papiers, etc. Les papiers eux étaient pas encore finis et puis ça prend du temps. Ouais, bien sûr. Surtout que lui, il est italien, donc c'est des allers-retours en Italie pour tout ce qui est papier. Donc ça a été très long. Et puis comme je te disais, donc il y a le Covid qui est arrivé. Donc ça a doublé les délais d'attente. Donc nous, on a continué nos essais naturels. Hein, mais du coup, c'est vrai que la PMA, elle était en pause. Et quand on a repris, on s'est rendu compte que j'avais un kyste ovarien. Donc on a repris bien 2 ans et demi après, une grosse pause. Entre-temps, j'ai rejoint le coaching. Ça fait vraiment du bien. Moi, j'ai rejoint le coaching à un moment où psychologiquement, c'était vraiment difficile. Tu te sentais comment, justement ? Tu te sentais comment à ce moment-là ? C'était très compliqué parce que c'était une pause forcée, c'était pas une pause décidée. Donc c'était dur de voir en plus que les dates reculaient à chaque fois.
pour cause le Covid qui faisait tout ralentir. C'était très très compliqué. Je me sentais complètement impuissante parce que j'étais pas du tout actrice du projet. Du coup, moi j'étais dans l'optique où mon destin repose entre les mains du médecin. Et puis vu que pour l'instant le médecin ne peut rien faire pour moi pour l'instant, à part croiser les doigts et espérer que ça fonctionne naturellement, je me sentais vraiment impuissante. Ok, impuissante. C'est parfois compliqué parce qu'effectivement, hein, tu as l'impression que quand tu vas passer la procédure, que ce soit une stimulation, que ce soit une insémination, une FIV, pour celles qui passent par là, tu vois, à partir du moment où il y a enfin une date posée pour quelque chose, on attend ça désespérément et on a souvent l'impression qu'avant ça, on peut rien faire, quoi. Ben oui, et puis nous, il y avait, que mon conjoint est plus âgé que moi, on a 20 ans d'écart, donc il y avait ça aussi, même si pour un homme ça pose pas le problème. Euh, on commence à se poser deux trois questions, à se dire mais est-ce que ça va pas être un peu tard? Euh, il y a les commentaires des uns et des autres aussi des fois sur le sujet qui aident pas. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué comme de se sentir serein et de se dire bon c'est pas grave, de toute façon on va reprendre quoi. C'était un peu compliqué cette période. Et puis c'était une période où moi j'étais psychologiquement c'était vraiment compliqué. Regarder un film et voir une femme enceinte dans un film, c'était devenu mais impossible. Je me mettais à pleurer pendant des heures. Enfin, c'était vraiment compliqué. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à rejoindre le programme? Qu'est-ce que tu voulais y trouver? Et je suis vraiment tombée sur le programme par hasard. Euh, En faisant des recherches sur Internet, mais de manière assez générale, hein, c'était vraiment pas ciblé. Et en fait, ce qui m'a poussée à rejoindre le coaching, c'est vraiment le fait de voir que je pouvais agir. Et je me suis dit, en fait, moi aussi, je peux faire quelque chose, quoi. Je suis pas obligée d'attendre qu'on me dise, on démarre un traitement pour mettre quelque chose en place. Et c'est ça qui m'a vraiment attirée dans le coaching. Et je me suis dit, mais là, en fait, je peux faire quelque chose, en fait. Je peux agir sur la situation et c'est ça qui m'a vraiment séduit. Génial. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Psychologiquement, ça a été un vrai soutien de voir qu'il y a d'autres personnes dans le même cas, euh, de de voir que en fait on n'est pas tout seul à aller mal, c'est on se sent moins seul. Et puis commencer à mettre en place des petites choses sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie. Tout ça, ça m'a occupé l'esprit déjà. Et ça m'a fait voir le projet bébé et donc la PMA d'un autre point de vue. Ce qui fait que ça a été plus facile de même s'y remettre après en fait. Du coup, aborder le traitement quand on a repris du coup la PMA après notre grosse pause, mais en me disant, cette fois-ci, moi je fais quelque chose aussi. Ça a été vraiment différent. Même par rapport à ma position par rapport au médecin. Tu sais que moi j'ai un caractère très effacé, très réservé. Et en fait, moi j'avais beaucoup cette vision de la blouse blanche. Ce médecin a mon avenir entre les mains, donc je veux pas le froisser parce qu'on sait jamais. Et, et en fait, moi ça a pris du temps, hein, mais tout doucement se dire quand j'ai une question, faut pas que j'hésite à la poser. Quand je suis pas d'accord, j'ai le droit de le dire aussi. Mais tout ça, ça a beaucoup changé le stress. Ça a fait que les rendez-vous se sont passés de mieux en mieux un peu à chaque fois. Alors c'est ça que je trouve super intéressant. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, évidemment. Je trouve ça super intéressant parce que d'une manière générale, c'est clair qu'on a l'impression de subir et on a l'impression que tout notre avenir est entre les mains de quelqu'un d'autre. Alors qu'en réalité, c'est toi, t'es la première à tenir ce projet en main avec ton chéri évidemment, mais c'est d'abord entre tes mains, toi, que ça se joue. On a tendance à l'oublier. Ouais, on a tendance à l'oublier. Et moi, la première, hein, je le répète pour celles qui nous écoutent, qui nous écouteront, mais moi, la première, j'avais cette tendance à suivre vraiment à la lettre tout ce qui m'était indiqué, etc. Et vraiment être la bonne élève, tu vois.
Et puis au final, c'est problématique parce que bah on voit que les protocoles sont évidemment hyper standardisés, pas forcément adaptés. Et si tu rentres pas à 100% dans la case, ben c'est pas de bol. Si on va pas creuser plus loin, bah c'est pas de bol non plus parce que on se contente des examens traditionnels. Et Et puis puis, moi, je faisais sans comprendre, en fait. ouais. Puis il y a plein de fois où je comprenais absolument pas pourquoi, enfin, ce que voulait dire tel ou tel résultat, pourquoi tel ou tel médicament. Mais bon, on me dit de faire ça, donc je le fais bêtement. Et ne serait-ce que comprendre pourquoi je fais telle ou telle chose, bah déjà, c'est différent. Et puis ça rassure aussi, enfin en tout cas moi c'était ma perception à partir du moment où j'ai commencé à comprendre, ça me rassurait de savoir ce que je faisais, pourquoi je le faisais. Enfin je sais pas si toi Ouais. tu as eu aussi ce sentiment-là. Oui, bah, parce que euh, le fait de comprendre, déjà, c'est être un petit peu acteur, je trouve. C'est alors que bon, là, on me disait, bah, prends tel médicament, commence tel jour, ok, mais pourquoi tel jour, j'en sais rien. Et pourquoi tel médicament, quel impact ça va avoir? J'en sais strictement rien, mais on me dit de le prendre, donc je le fais, et puis c'est tout. Et puis la problématique aussi avec le SOPK, c'est que souvent on va te dire ah mais vous répondez bien. Oui c'est vrai, tu vas avoir plein de follicules et potentiellement plein d'ovocytes aussi, mais c'est pas pour autant qu'ils sont de qualité et ça on a souvent tendance à l'oublier, c'est qu'on va avoir une belle ponction, Et mais puis, moi, la docteure m'avait dit dès le début, un des premiers rendez-vous, elle m'avait dit, mais n'ayez pas peur, vous allez tomber enceinte très vite. Bon, bah, quand on entend ça, on se dit, bon, bah, ça va, alors d'ici quelques mois, c'est gagné. Et en fait, on voit que les traitements passent, et puis qu'en fait, ça marche pas. Et on se dit, bon, bah, c'était quoi très vite? Et pourquoi, en fait, on commence à se dire, ben, il y a plein de choses qui commencent à se mettre en place, on finit par se dire, est-ce que je le mérite? Est-ce que c'est pas le karma? Est-ce que j'ai pas fait un truc à un moment ou à un autre, et maintenant, ça me retombe sur le coin de la figure? Et on commence à penser à plein d'autres choses, et alors que, bah, en fait, il suffit de comprendre ce qu'on fait, et ça éclaire beaucoup de choses. j'adore parce que c'est exactement ça. Alors, dans le côté dramatique, il y a des personnes à qui on a dit ça. On a dit la même chose qu'à toi. Ah, mais avec vos taux, vous allez voir, avec le nombre de vos sites, vous allez voir, ça va aller nickel. Et puis finalement, on fait une tentative, deux tentatives. À la troisième, on n'est déjà pas très sûr de la faire. Si on la fait quand même et que ça ne fonctionne toujours pas, on vous dit bon bah désolé, on peut plus rien faire pour vous. Va falloir faire appel à un don de vos sites en Espagne, quoi. C'est les propos aujourd'hui que plusieurs parmi les membres du coaching éclosion ont eu. Et au départ, elles étaient dans la même position que toi. Hein. On leur a dit aussi, oh, ça va aller nickel. Et puis finalement, non, en fait, c'est pas si nickel que ça. Donc c'est compliqué. Et étant donné qu'on nous a dit que ça allait vite, mais on se pose encore plus de questions quand ça marche pas. On se dit, ben, en fait, est-ce qu'il y a un truc que je fais mal? Parce que quand c'est les injections, on commence à se dire, mais est-ce que c'est pas moi qui fais mal l'injection? Est-ce que je la fais? Enfin, on se pose plein de questions, on se pose des questions sur la moindre petite chose. Et ouais, moi, j'ai eu beaucoup ce truc. Est-ce que je le mérite? Est-ce que c'est pas un coup du sort? Est-ce que voilà quoi? Et ça, c'est dur. Et c'est dur de passer outre ça. Et aujourd'hui, t'as compris que tu le méritais? Oui, oui, oui. Mais ça a été un long travail. Et c'est vrai que ça s'est pas fait du jour au lendemain, quoi. Parce qu'aujourd'hui, t'as quand même une très 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 jolie nouvelle. Oui, aujourd'hui, je suis enceinte de bientôt 5 mois, donc c'est vraiment génial. Mais, euh, mais je suis certaine que, bah alors c'est suite à une FIV, mais je suis certaine que c'est aussi grâce à plein de choses qui ont été mises en place. Pas une chose, parce que je pense pas qu'il y ait un élément miracle, hein, mais je pense que c'est les plein de choses mises bout à bout qui ont fait que ça a fonctionné. Aussi bien du point de vue psychologique que bah, de l'hygiène de vie, de l'alimentation, de l'ajustement des traitements qui ont pu être faits. Et aussi, je pense que ce qui a beaucoup joué aussi, c'est bah, pour une fois, je me suis écoutée. Ah, Parce que euh, bah, donc comme je disais tout à l'heure, donc quand on a recommencé les essais PMA, on s'est rendu compte que j'avais des kystes ovariens de chaque côté. Donc il a fallu opérer. Là, ça a été un petit coup de panique parce que on a cru qu'ils allaient devoir enlever une trompe parce que d'un côté, ils pensaient que c'était une infection. Et au final, bon, tout s'est bien passé. C'était un deuxième kyste qui bouchait mon ovaire, donc ça s'est très très bien passé. Mais bon, du coup, ça a rajouté des délais. Et
Et donc, quand on a commencé le traitement FIV, on a dû arrêter une première fois le traitement parce que il y avait encore un risque d'hyperstimulation. Une deuxième fois, rebelote. Et en fait, la fois où on a pu aller jusqu'à la ponction, c'est la fois où je me suis dit, allez, cette fois-ci, prends mon courage à deux mains, je m'impose. Et là, ça y est, j'ai demandé une écho supplémentaire pour contrôler, pour pouvoir ajuster, parce que je me suis dit, mince, deux fois au même moment, en plus, il suffirait peut-être de contrôler avant. Et, et donc, la gynéco a bien réagi en plus, parce qu'au final, quand j'ai demandé l'écho supplémentaire, et qu'elle a vu que, en faisant cet écho, on s'est rendu compte qu'effectivement, on pouvait déclencher un petit peu avant, et avec une demi-dose, elle m'a dit, vous avez bien fait d'insister pour un rendez-vous supplémentaire. Et au final, j'avais beaucoup tendance à dire j'ai un docteur glaçon. En fait, ça venait aussi de mon attitude, parce que au final, elle m'a toujours demandé, vous avez des questions? J'ai toujours dit non, alors que j'en avais 15 dans la tête, mais c'est non parce que je n'osais pas. Et en fait, là, juste le fait de dire, moi, j'aimerais bien qu'on contrôle plus, ça a changé la donne. Au niveau du boulot aussi, toutes les autres fois, j'avais peur on va penser qu'elle s'arrête pour rien. Et là, je me suis dit non, j'ai un métier où je respire pas mal de produits chimiques. Donc cette fois-ci, quand je commence le traitement, j'arrête. Je me mets en arrêt de maladie pendant 15 jours. Le boulot était au courant. Au final, je me suis rendu compte que je me faisais un monde pour rien, quoi, parce qu'au contraire, au boulot, ils ont été hyper compréhensifs. Et puis, cette fois-ci, ça a marché, quoi. J'adore le fait que tu te sois écouté. Mais tu vois, en fait, je suis la première à dire qu'il faut s'écouter. Et en même temps, pour s'écouter, il faut comprendre. Parce que si tu comprends pas, tu vas passer à côté d'infos et du coup, tu sauras pas exactement si ton ressenti est juste ou non. Tu vois ce que je veux dire? Cette fois-ci, évidemment, tu savais, tu t'avais compris exactement les tenants, les aboutissants, et donc du coup, tu t'es dit, oui, ok, l'écho de contrôle, en fait, j'en ai besoin, et ça ouvre la porte, et ça, je trouve génial, tu vois, que tu puisses partager ça aussi, parce que souvent, on a tendance à dire, le médecin, comment dire, c'est vrai, hein, de manière générale, ils ont très peu de temps à accorder pendant les consultations, etc. Et même avec la meilleure volonté du monde, les explications sont généralement très rapides, très brèves, et nous, on est là avec plein de stress et plein de choses en tête, et du coup, on a du mal à tout assimiler. Là, le fait que tu comprennes en amont, que tu poses des questions différentes, que tu t'imposes aussi, ça change tout, et tu le dis, en face de toi, finalement, t'as eu quelqu'un qui s'est adapté, qui a compris et qui s'est dit oui, pourquoi pas, et on peut le tester. Et j'adore l'idée. J'adore l'idée. J'ai eu exactement Je pense que ça fait la différence. Mais oui, tu sais, alors à titre personnel, j'en ai déjà parlé, je pense à plusieurs reprises, mais pendant un arrêt de grossesse, généralement, tu sais, on fait des curetages ou ce genre de choses, et moi, je voulais pas, en fait, je voulais pas de curetage. À ce moment-là, la manière dont ça se passait, je voulais pas du tout. Et en fait, j'ai proposé à mon gynécologue de faire de l'acupuncture. Et puis il s'est arrêté tout net, il m'a dit « Oh oui, excellente idée, on va tester. » Mais en fait, si je lui avais pas dit, si je lui avais pas suggéré, ce serait pas venu en fait. Il était déjà en train de regarder le planning et de planifier. Et je disais non, tu vois. Et le fait de le tester, alors en plus, ça a fonctionné, donc ça a permis de le tenter comme ça. Et parce que on n'est pas kamikaze non plus, hein. L'idée c'est pas de faire n'importe quoi. Je veux pas risquer une infection. Enfin voilà, on sait jamais. Mais trouver un juste milieu, tu vois, entre l'avis médical et ton ressenti, je crois qu'il y a toujours moyen de trouver un terrain d'entente, et c'est finalement ce que tu as réussi à faire, et je trouve ça fantastique. Ouais, mais puis on se rend compte que le médecin est pas forcément fermé, en fait. Du tout. Moi, je me suis mise des barrières toute seule pendant une longue période, alors qu'il suffisait que je pose une question, et puis elle aurait pris le temps de me répondre, et on se rend compte que il y a plein de choses qui venaient de moi et pas d'elle. Oui, et puis c'est pas toujours agréable de se remettre en question et de se dire c'est de ma faute, mais des fois ça fait du bien. Alors, c'est pas de ta faute parce que tu fais du mieux que tu peux avec ce que t'as. Tu vois, moi je parle de ce principe-là aussi. Tu vois, comme le médecin fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Donc voilà, je pense que on est un peu comme ça, mais c'est vrai que quand tu oses te dire bon, qu'est-ce que moi de mon côté je peux changer, ça fait toute la différence évidemment, parce qu'en face t'as
t'as d'autres arguments, t'as d'autres explications, et comme tu comprends les explications, tu poses d'autres questions, et puis ça amène l'autre à préciser et aller encore plus loin dans l'explication, et enfin c'est vraiment un cercle vertueux que tu mets en place. Et là, alors c'est vrai que donc t'as parlé de la fécondation in vitro, elle a fonctionné. Mais je me rappelle qu'on a eu un démarrage un petit peu, enfin, avec des sueurs froides quand même. Hein. Je me souviens de messages. Ouais, c'était compliqué. Alors déjà, on a eu une belle ponction. On avait 12 ovocytes. Sur les 12, il y en a 10 qui étaient fécondables. Au bout de 2 jours, si je me souviens bien, il y avait 5 fécondés. Et à J5, il n'y en avait plus qu'un. Donc, alors là, je me suis tout de suite conditionnée à répéter la phrase que tu m'as répétée. Je veux pas faire une équipe de foot, je veux pas faire une équipe de foot, donc c'est pas grave. Et je me suis répété ça tout du long. Ça m'a aidé à me dire que bon, ben, c'est pas grave, il y en a un et on essaye avec celui-là. Donc, vu qu'il y avait risque toujours d'hyperstimulation, vu que je suis assez sensible à ce niveau-là, on a congelé l'embryon. Et on l'a fait que 2 cycles plus tard. Et on était bien contents que ça se passe comme ça. Ouais. Oh oui. Parce que, alors émotionnellement, je pense que j'aurais pas été capable de tout enchaîner. Ça aurait été trop pour moi. Et physiquement, c'est pareil. J'étais pas en forme pour repartir sur une implantation tout de suite. Et donc, on a fait l'implantation, le transfert d'embryon au mois de juillet. Et donc, 15 jours après, on a fait le fameux test qui était positif, avec la prise de sang qui va derrière. Et alors, c'est pas le médecin qui m'avait, c'est pas la gynéco qui m'avait dit de tester, je sais plus, la progestérone. Voilà. C'est une ordonnance qui me restait que j'avais pas utilisée, mais vu que j'avais entendu durant le coaching que c'était pas mal de voir où on était la progestérone en ce moment-là. Vous tanne avec ça, hein, je sais, mais voilà. Et du coup, j'ai pris l'initiative de les faire. Et effectivement, ma progestérone était super basse, quoi. Et elle était à 10 la première fois. Et au lieu de monter, elle baissait, quoi. Alors là, c'était panique à bord. Et je vais peut-être expliquer pourquoi c'est panique à bord. Tout simplement parce que c'est vrai que quand on a une insuffisance en progestérone, ça augmente le risque d'arrêt de grossesse. Alors c'est vrai que c'est pas forcément testé, en tout cas en France c'est pas encore systématique. Ça l'est un peu plus en Belgique. En Suisse, voilà, ça dépend, 1 fois sur 2. Voilà, selon les pays, ça va être plus ou moins pratiqué, et puis selon les centres et les médecins, bien évidemment. Mais c'est vrai que beaucoup ne testent pas la progestérone. On se contente du test bêta-HCG, hein, les hormones de grossesse, mais on va pas forcément vérifier la progestérone. Sauf que quand on a une progestérone qui est inférieure à 10, ça double le risque d'arrêt de grossesse. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai vu ta progestérone qui descendait, je me suis dit, aïe, 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 il faut remonter ça tout de suite. C'était... Et puis ce qui était assez dingue, c'est que moi, le centre PMA était en vacances. Ouais. Donc j'avais pas de contact avec ma gynéco. Les médecins que j'ai contactés, alors mon médecin traitant était complètement inutile sur la question. Il était drôle quand même, ton médecin traitant. Est-ce que tu peux te dire... Ça m'a pas fait rire du tout. Non, mais pas sur le moment. Mais là, franchement, voilà. Ça fait peur. Ça fait peur parce que moi, je suis quand même arrivée devant lui et il a été voir à quoi servait la progestérone sur Google, quoi. Et là, je me suis dit, mince, on part de loin, donc je fais quoi? Ça s'enseigne au cours de SVT, hein. Voilà. Il m'a quand même dit, la partie gynécologique, c'est loin dans mes études, alors je vais aller voir sur Internet. Bon, d'accord. Okay. Et ça... C'est au-delà de la partie gynécologique, comme il dit. Enfin, on lui demande pas d'aller voir avec un spéculum, quoi. Je veux dire, on parle juste d'un équilibre hormonal qui vaut pour toutes les femmes, désir d'enfant ou non, hein. Donc, il est quand même censé savoir à quoi sert la progestérone. Enfin, je veux dire, tu vois, sur certaines choses très spécifiques qui sont très liées à la PMA, je comprends chacun son corps de métier, évidemment. Ça, c'est une évidence. Maintenant, la progestérone, je me dis non, quoi. Je dirais des femmes dans son cabinet, je pense que ça représente au moins la moitié de sa patientèle. Il doit connaître au moins le b.a.-ba de la progestérone. Enfin, ça m'a... Du coup, je suis repartie de son cabinet, mais avec pas plus d'infos que ça, quoi. Exact.
Euh, j'ai eu un gynéco sur une plateforme qui m'a dit vous en faites pas, votre taux de progestérone dans votre utérus et celui dans votre sang c'est pas le même. Donc en fait votre prise de sang elle sert à rien. Enfin j'ai entendu tout et n'importe quoi. Une autre un centre PMA du coup à qui j'ai téléphoné en me demandant s'ils pouvaient m'informer. La dame m'a dit mais non vous en faites pas, la progestérone doit baisser au profit de la bêta donc c'est normal. Et en fait, là, je me suis dit, mais à qui je pose les questions, en fait? Et heureusement que j'ai eu ma gynéco, du coup, qui m'a gentiment rappelé pendant ses vacances, et qui m'a dit, effectivement, c'est bas, mais t'as déjà des doses super fortes, donc à part croiser les doigts pour que ça remonte, on peut rien faire, quoi. Alors dans certains cas, on va prescrire du Progiron, mais ce sont des injections à faire, des injections qui sont pas remboursées d'ailleurs, et qui s'obtiennent évidemment sur prescription, etc. On a aussi la progestogel, voilà, qu'on peut aussi s'appliquer, et qui peut être utile en cas d'urgence. Et c'est vrai que depuis mon entretemps, j'ai fait rentrer des médecins dans le coaching justement pour pallier à ça et se dire quand il y a un problème, voilà. Donc c'est vrai que depuis la rentrée, c'était juste après, je pense, hein, depuis septembre, j'ai mis en place, voilà, le fait d'avoir des médecins qui peuvent justement répondre par rapport à ces analyses, qui peuvent envoyer une prescription si besoin, etc. Alors avec consultation, bien évidemment, mais ça me paraît tellement évident d'avoir des gens qui sont compétents en face, qui sachent de quoi on parle et surtout qui sachent pallier si jamais il y a effectivement une difficulté à laquelle, allez, comme toi, tu as été confronté finalement à cette chute de progestérone. Bah, et puis moi, j'ai quand même eu de la chance que tu as pu m'aiguiller au niveau de l'alimentation en me disant, bon, bah, essaye de faire ci, de faire ça. Parce qu'au final, ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait juste écouté le médecin, qui lui aurait dit, bah, en fait, c'est pas grave, bah, j'aurais rien fait du tout. Et là, bon, bah, j'ai fait ce que j'ai pu au niveau de l'alimentation. Alors, je sais pas si c'est ça qui a fait que la semaine d'après, ça a augmenté, mais voilà, en fait, quelqu'un d'autre qui n'aurait pas du coup compris aurait juste attendu que ça se passe et on sait pas comment ça aurait pu se finir, quoi. Oui, et je précise aussi une chose, c'est que c'est vrai hein, que de manière générale, on va avoir des prescriptions quasi systématiques du Trogestan ou tu vois des ampoules hein, de progestérone intravaginale. Les prescriptions se font quand même presque de façon systématisée, mais ce sera jamais aussi efficace qu'une sécrétion de progestérone naturelle. D'où l'importance d'agir par le biais de l'alimentation, etc. Mais parce que on peut le sécréter naturellement, en fait, cette progestérone. C'est d'ailleurs le cas, normalement, quand tout va bien. Quand tout va bien, on va sécréter naturellement de la progestérone. Maintenant, c'est parfois compliqué avec des profils de SOPK, parce que comme on n'a pas toujours des ovulations de qualité, la progestérone, elle est sécrétée à partir du follicule qui s'est transformé en corps jaune. Mais comme on en a plein, mais qui vont pas forcément à maturité, bah souvent, on a des couacs, des insuffisances en termes de progestérone, mais voilà, ça peut se compenser, on peut travailler et sur la qualité de l'ovulation et sur la qualité de la progestérone, hein, sur la quantité, augmenter un peu tout ça, mais voilà, ça a porté ses fruits et le taux est reparti de plus belle C'est par la ça. suite. Et même au niveau des prescriptions, après, j'avais donc des ovules de progestérone hein, à mettre et on m'avait dit de l'arrêter à peine 2 mois de grossesse. Et, et au final, pourtant, je suis pas du tout en mode petit chimiste, je n'écoute pas le médecin, mais c'est vrai que c'était absurde en fait, sachant qu'au début elle était très basse, euh, que qu'on savait pas trop comment elle allait évoluer, puis on me faisait passer de grosses doses à rien du jour au lendemain, à pas encore 3 mois, Sans analyse. sans même le contrôler, c'était juste bon bah voilà quand on a été signé la confirmation de grossesse. La gynéco m'a dit bon bah dans 2 semaines vous pouvez tout arrêter. Bah d'accord, mais on contrôle pas pour voir si ça va avant. Bah non, bon. Bah. Et au final, on a bien fait, je pense, de prolonger jusqu'à 3 mois, quoi, parce qu'aujourd'hui, bah il est bien implanté, il est bien là, mais est-ce que ça aurait été le cas si on avait arrêté avant? On saura jamais, mais j'ai des doutes, quoi. Je trouve ça toujours hyper angoissant. À la limite, quand on a vérifié et qu'on se dit, ah mais voilà, maintenant on est rassuré, le taux est super bon, on diminue, on arrête d'ici une semaine, 15 jours, etc.
c'est une chose. Ils sont médecins, ils ont étudié pour, bien évidemment. Maintenant, quand on dit vous arrêtez tout du jour au lendemain et qu'il n'y a pas eu de vérification, on ne sait pas du tout où on en est. En plus, pour quelqu'un qui a des difficultés à avoir un bon taux de progestérone, enfin moi je trouve ça mais juste une inconscience totale, quoi. Surtout qu'à la base, quand on a fait les ordonnances, c'était prévu jusqu'à 3 mois. Bien sûr. Et en fait, c'est juste, non, mais les protocoles ont changé. Oui, mais j'ai pas envie d'être le cobaye de ces nouveaux protocoles, donc non. On te fait d'office rentrer dans une case, peu importe ton profil, peu importe ta pathologie, tu rentres dans le protocole qu'ils ont décidé. Mais il y a un moment, ça me pose question d'un point de vue éthique aussi, du risque qu'on fait prendre aux femmes, aux couples de manière générale, évidemment, en appliquant ces protocoles de cette façon-là. Je trouve ça un petit peu dangereux, quoi. Alors voilà, l'issue c'est bien terminé, le taux est bien beau et on peut déjà dire parce qu'il y a quand même une épidémie sur le groupe en ce moment, on est du même côté. Oui. Alors tu révèles? C'était un petit garçon. Un petit garçon. Alors on a une épidémie là, en ce moment de petits mecs au sein du coaching qui arrivent. On va pouvoir la faire l'équipe de foot. Je pense que là maintenant on va pouvoir la faire l'équipe de foot. Il y en a un qui devrait pointer le bout de son nez d'ici quelques jours, 1 ou 2 semaines peut-être, et puis je pense que les autres vont arriver très très vite. Mais oui, là je pense qu'on va pouvoir vraiment faire une équipe de foot finalement. J'adore. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se sent appelé peut-être par mon discours, mais qui hésite à rejoindre le coaching? Qu'est-ce que tu dirais? Alors moi, sans exagération, hein, moi ça m'a vraiment sauvée mentalement. Moi, comme je te disais tout à l'heure, j'étais dans une période où je pleurais tout le temps, où je savais plus quoi faire. Mon chéri savait plus comment faire aussi pour me soutenir. Et en fait, ça a été du coup une aide pour moi, mais pour lui aussi, de pouvoir se dire, je suis pas tout seul à la soutenir. Parce que la famille, c'est pas toujours. On pense qu'on va pouvoir compter sur eux, et puis on se rend compte qu'en fait, les personnes sur qui on pensait pouvoir compter, c'est pas du tout celles qui nous apportent le plus grand des soutiens. Et moi, ça m'a vraiment vraiment aidé. Le fait de se retrouver tous les mois, d'entendre les évolutions des autres, de voir les victoires des autres aussi, ça c'est. Alors autant les annonces de grossesse autour de moi, c'était hyper compliqué. Autant une annonce de grossesse dans le groupe, c'était une bouffée d'espoir, mais incroyable. Et ça, c'était vraiment génial, quoi. Enfin, ça l'est toujours parce que c'est toujours chouette, parce que c'est important aussi de le dire que c'est pas parce que ça y est, ça a marché qu'on fait plus partie du groupe. Et ça, c'est chouette aussi. Oui, alors c'est important pour moi aussi, déjà parce que ça permet de voir aux nouvelles qui arrivent, de voir que oui, ça a marché pour d'autres et voilà, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de témoigner, d'étaler son parcours comme ça. Donc le fait que les nouvelles puissent vous rencontrer, moi je trouve ça génial. Et parce que forcément vous êtes déjà plus avancé, vous avez compris plein de choses, tant émotionnellement que à plein de niveaux. Et je trouve ça génial de voir qu'il y a une énorme sororité qui est là. Enfin, pour moi, je vois même plus ça comme un groupe, mais je vois vraiment ça comme une sororité, comme. Oui, parce qu'en plus, il y a pas de tabou, quoi. C'est vraiment les trucs qui, des fois, avec même les copines ou la famille, il y a certains sujets qui sont pas faciles à aborder, parce que tant qu'on le vit pas, on peut pas le comprendre, hein. Et des choses que chéri, lui, en tant qu'homme, il perçoit peut-être pas ou il comprend pas, même s'il fait de son mieux. Et là, le fait de pouvoir en parler entre personnes qui le vivent, qui traversent des fois plus difficiles, ça permet de se tirer toutes les unes vers le haut, quoi. Ouais, j'adore parce que c'est vrai, hein, ces chéris, des fois, ils essayent de faire plein de choses pour aider, pour soutenir, mais en fait, Oui. ils se retrouvent aussi un petit peu démunis. Et puis ça n'était pas le cas pour ton chéri parce qu'effectivement ses résultats étaient très bons, etc. Mais c'est parfois le cas aussi où c'est même le chéri qui peut avoir une pathologie. Et je trouve ça super important d'être impliqué en tant que couple et de se dire que oui, en fait il y a des choses à comprendre, il y a des choses sur lesquelles on peut communiquer, expliquer peut-être aussi parfois autrement parce que des fois avec ses propres mots on sait pas. Et puis le fait d'en discuter avec les autres filles, etc. De voir qu'une telle a été confrontée à ça, ça nous donne aussi parfois une autre manière d'aborder les choses et ça change tout.
Oui, bah, puis même mon chéri, par exemple, lui, c'était un gros fumeur et il a arrêté de fumer il y a que, c'est déjà bien, hein, mais il y a 1 an. Et en fait, ça permet aussi de taper un peu du poing sur la table et lui dire, regarde, moi je fais plein d'efforts. Toi, le seul truc qu'on te demande, c'est d'arrêter de fumer. Donc tu vas faire un effort, quoi. Et, et au final, ben, c'est pareil, c'est cette année-là que ça a fonctionné, donc ça y est pas pour rien non plus. Comme je dis toujours, c'est pas une seule et unique chose. Et méfiez-vous des gens qui vont dire c'est une chose, voilà, qui va mettre en route la grossesse. Non, c'est un alignement de planètes en fait. Et c'est pour ça que je tanne sur l'importance d'avoir une approche qui soit la plus complète possible, parce que souvent j'ai tellement de femmes qui me disent ah mais j'ai déjà tout essayé. Oui, mais c'est ou pas dans le bon ordre, ou pas au bon moment, ou de façon incomplète, parce qu'on a essayé un peu à gauche, un peu à droite, un peu machin, mais finalement jamais cette approche globale, et c'est ça qui fait qu'on perd un temps précieux aussi. Bah là, sur la ponction qui a fonctionné, j'avais fait quelques mois avant une séance de kinésiologie. J'avais commencé l'acupuncture. Après le transfert, j'ai fait une séance d'acupuncture. Et ben, je pense que tout ça mis ensemble, plus le fait de faire super attention à l'alimentation. Alors, bon, j'étais vraiment une adepte du 80-20, hein, je me frustrais pas. Mais, euh, mais voilà, 15 jours avant la ponction, là, ça a été du 100%. Les 3 premiers mois, pareil, j'ai fait super attention. Et puis, je pense que ben, tout ça ensemble, ça a fait beaucoup. Oui, et il y a des moments clés, et c'est vrai que je vois tellement de femmes qui essayent de faire des choses, mais en fait, ça vient pas au bon moment, et du coup, parce que on appuie, entre guillemets, pas sur le bon bouton quand il faut, et c'est un peu, en fait, c'est comme si je veux rouler en voiture, mais je commence par appuyer sur l'accélérateur avant d'avoir démarré la voiture, ça peut pas fonctionner. Et souvent, c'est ce que je vois, j'ai des femmes qui me disent, mais j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça. Oui, mais en fait, t'as juste pas mis le contact d'abord, et donc tu peux essayer plein de choses, ça marche pas en amont, Ben quoi. oui, parce que je suis sûre que, par exemple, j'aurais fait de l'acupuncture et tout ça l'année dernière. Ça aurait pas eu, bon, ça aurait été très bien de le faire, mais ça n'aurait pas eu le même impact parce que, ben, je reviens sur le mérite. J'avais pas dépassé ce truc-là. Et en fait, ça, j'ai réussi à le dépasser avec la séance de kinésio. Et, euh, et en fait, je pense que c'est parce que c'était le bon moment et l'acupuncture à un autre moment m'aurait peut-être pas été aussi utile, quoi. Et en fait, Et tout ça, je trouve que c'est super pertinent ce que tu dis, parce que, tu vois, souvent, on va, comme je disais, hein, vouloir mettre des choses en place, mais le problème, c'est qu'on va souvent se focaliser uniquement sur le physiologique, sur le corps. Mais en fait, si on n'a pas travaillé l'esprit en amont, bah, on va constamment déséquilibrer la production hormonale. Pourquoi? Parce que le pilote dans l'avion, bah, il y a rien à faire, ça reste le cerveau, et qu'il sait pas et gérer les stress et lancer la production hormonale, et qu'à chaque fois, il est dévié parce qu'il y a des stress, il y a des émotions intenses, et que du coup, on a beau faire plein de choses en amont, si ça c'est pas déjà comment dire stabilisé, ben quelque part on va court-circuiter les bienfaits des séances qu'on fait d'acupuncture ou de kinésio, etc. Donc c'est vraiment important de travailler sur toutes les choses finalement, mais dans le bon ordre, et pas de se précipiter à vouloir essayer un peu tout et n'importe quoi. Et encore une fois, hein, si celles qui m'écoutent le font, je jette la pierre à personne. J'ai été la première à le faire, hein, donc vraiment, je sais à quel point c'est tentant d'aller essayer, tester, parce qu'on a entendu que ça pouvait marcher, parce qu'une copine a fait ceci et ça a marché pour elle, etc. Mais en fait, quand on comprend pas la pathologie, quand on comprend pas l'histoire, bah finalement, oui, on va faire plein de choses, on va appuyer sur plein de boutons, mais on aura avant ça oublié de démarrer la voiture, quoi. Donc ça, c'est compliqué. Mais voilà, je trouve génial le fait que t'aies compris ça, et que t'aies du coup pu initier les bonnes actions au bon moment. Je trouve ça fantastique. Et qu'est-ce que tu leur dirais du coup si elles hésitent? Donc toi, tu dis ça a changé ma vie. Qu'est-ce que tu leur dirais? Tu leur dirais de réfléchir, tu leur dirais de prendre conseil, de faire quoi? Réfléchir, oui, mais pas trop, parce que quand on commence à trop réfléchir, c'est là où on se pose trop de questions. Ouais. Mais non, enfin, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter parce que, enfin, moi, ça fait déjà bientôt 2 ans que fais partie du coaching et du coup, ben, ça m'a accompagnée vraiment tout au long. Parce que bah, pourtant j'étais en pause quand j'ai commencé le coaching et moi je m'étais posé cette question-là. Est-ce que j'attends de repartir sur un traitement pour commencer le coaching ou pas? Et en fait, bah non, parce que c'est hyper important de mettre plein de choses en place avant de commencer un traitement.
Pendant le traitement, bah, ça m'a vachement aidé parce que bah, du coup, il y avait des choses qui étaient déjà mises en place en amont. Ça m'a permis de comprendre du coup les résultats des différents prises de sang pendant le traitement. Et puis bah là, pendant, ça reste super enrichissant bah, de voir comment ça évolue, de voir les autres comment elles vivent leur grossesse aussi, ne serait-ce que mon tout début de grossesse, hein, heureusement que t'étais là pour m'aider parce que ça aurait été dur sinon. Oui, parce que c'est mon but. Je veux pas juste un test de grossesse positif. Moi, je veux que la grossesse, elle aille à terme, quoi. Et puis je pense même aux filles du groupe qui ont accouché, même après, en fait, on a toujours notre place. Bon, alors on est peut-être un peu moins présente parce que bah du coup on a plus d'autres choses à faire, quoi. Mais ça reste un petit moment de bas ou quoi, bah on sait qu'on peut aller mettre un petit message sur le groupe et puis tout le monde répond avec bienveillance et c'est toujours chouette, quoi. Oui, bienveillance, je crois que c'est vraiment le mot qui caractérise. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tabou. C'est vraiment un endroit, c'est une safe place pour moi, tu vois. C'est vraiment un endroit hyper sécure. Alors moi, je suis arrivée au point où des fois, j'ai plus hâte d'annoncer tel ou tel changement sur le groupe qu'à la famille, parce qu'avec la famille, c'est toujours bon, qui va lancer la petite réflexion, qui n'a rien à faire là, alors que là, je sais que ça va être ouais safe, ça va être bienveillant et là, il y a pas de problème. Ah, c'est bienveillance quand même. Non, je trouve ça super important parce que c'est vrai, hein, tu vois, de l'extérieur, les gens comprennent pas toujours ce que tu traverses. Ils essayent de bien faire, ils t'encouragent, ils essayent de te C'est soutenir. jamais avec un mauvais fond, hein, mais c'est vrai que des fois, c'est pas évident de prendre ce recul-là et de se dire oui, mais ils en font pas exprès. Des fois, on a juste envie de les secouer un peu. Ouais, et puis c'est ça, c'est souvent hyper maladroit d'ailleurs, hein. Donc c'est pas méchant, ça part pas d'une mauvaise intention, et ça il faut vraiment le souligner. Mais c'est vrai que c'est tellement maladroit que c'est compliqué à encaisser aussi de l'autre côté quand on a déjà tout son propre parcours à gérer. C'est dur, quoi. On se passerait bien de tout ça. Donc Oui, parce que moi, pendant longtemps, je me suis dit en fait, une fois que le test positif va arriver, eh ben c'est bon quoi, roule ma poule. Et en fait non, les réflexions déplacées, elles continuent même après. Et même là, bah du coup, on a besoin du soutien des autres à ce moment-là. oui, alors ça me fait penser, je parlais récemment avec une des filles du groupe qui est enceinte aussi. Sa grossesse, elle a fait une FIV quand même, hein, elle avait fait des FIV, etc. Alors sa grossesse, elle est spontanée, elle a fait des FIV en amont, et là cette grossesse est intervenue totalement spontanément. Et évidemment, quoi est-ce qu'elle a eu droit comme réflexion? Ah bah tu vois, il suffit juste d'arrêter d'y penser. Elle a quand même encaissé 2 FIV avant, et puis oui, ok, elle a une grossesse spontanée, mais enfin voilà, et tu vois, du coup, elle se prend ça dans les dents alors qu'elle a aussi 3 ans de parcours derrière, et je me dis, mais waouh, quoi, c'est violent, c'est pas méchant, c'est violent. Non, c'est pas méchant, ils se rendent pas compte, mais c'est comme si on effaçait tout le reste, quoi. Mais non, je l'ai quand même traversé tout ça. C'est ça, 3 ans d'essai, 2 ans de PMA, 2 FIV, et puis finalement on te dit, ah mais voilà, tu vois, fallait juste... Moi, quand j'ai appelé ma famille pour leur dire, bah c'est bon, je suis enceinte. Étant donné que c'était ma première fille, ah ben ça a été rapide pour toi. Bah, rapide comme une saisonnière. Mais c'était pas méchant, mais voilà, on se dit bah mince. J'adore. Mais tu vois, alors c'est intéressant aussi parce que tu vois, souvent on se dit ah mais la première FIV, elle marche pas. Elle marche pas ou elle marche pas toujours ou tu vois. Si, en fait, c'est Non, possible. là ça peut marcher. Et pourtant on avait qu'un embryon congelé et au final ça a marché, ça a pris du premier coup. Et je trouve ça génial et donc merci de le dire aussi parce que je trouve que c'est aussi une belle source d'espoir, tu vois, et ça montre aussi que quand on prépare les choses le plus possible et c'est pas que les autres ne préparent pas, mais malheureusement, comme je disais, c'est pas toujours de la bonne façon, involontairement et inconsciemment évidemment, tu t'en doutes, mais ça peut aussi très bien marcher à la première tentative et ça, je trouve que c'est aussi une belle source d'espoir. Donc merci Oui, voilà. Non, c'était aussi mon timing, quoi. C'est un coup de chance aussi. C'est les planètes se sont alignées, voilà. Moi, c'est toujours ce que je dis, c'est que toutes les choses, tous les curseurs étaient dans le vert, et puis c'était bon. En tout cas, la majorité des curseurs étaient dans le vert, les Voilà. principaux.
Parce que voilà, tout doit pas toujours être parfait pour que ça fonctionne. Hein. Je voudrais pas créer d'angoisse à l'idée que tout doit être parfait pour que ça marche. Non, la preuve que non, ma progestérone était loin d'être parfaite et au final, voilà, ça a marché. Et ça a marché quand même. Donc voilà. Merci en tout cas énormément, Marie-Gwendoline, pour ce témoignage. Je pense que c'est une jolie preuve d'espoir aussi pour celles qui sont à la place à laquelle toi tu étais il y a encore quelques mois. Et donc je trouve ça génial, tu vois, pour celles qui attendent leur tour, de voir que ben oui, c'est possible, ça peut marcher, même à la première, je t'en parle plus. Même avec un seul embryon. Donc voilà. Merci beaucoup à toi en tout cas pour avoir partagé ça. C'est vraiment super. Passe une magnifique fin de grossesse. Porte-toi bien. Et puis les filles, je vous dis, les filles, leurs chéris d'ailleurs, hein, parce que voilà, je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. En tout cas, un grand merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.